Un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. Un nouveau directeur pour la police républicaine, un projet de réalisation du nouveau port et d'un nouvel hôtel à Cotonou. Voilà deux décisions au cœur du Conseil des ministres. À suivre l'intégralité. Les cours ont repris au lycée technique agricole d'Inan avec de nouvelles commodités. L'établissement offre désormais un cadre plus adapté. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a procédé au lancement. Et puis, hors du Bénin, depuis l'Angola où ils vivent, des Congolais dénoncent la situation de crise dans leur pays d'origine. Nous serons aussi en France et en Argentine pour la page internationale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Un nouveau directeur pour la police républicaine, un projet de nouvel hôtel et indemnisation des personnes dans le cadre de la réalisation du nouveau port de pêche de Cotonou. Ce sont quelques décisions du Conseil des ministres. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Au menu du compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, création de la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique SA et approbation de ses statuts. Dans le cadre des investissements structurants engagés afin de positionner le Bénin comme une destination touristique de premier plan en Afrique et dans le monde, un accent particulier a été mis sur le développement d'une offre hôtelière de standing international, de même que l'amélioration des capacités d'accueil. À cet effet, le projet de construction d'un complexe hôtelier de référence au sein de la marina de Ouida a été entrepris. Il comprendra un hôtel de catégorie 4 étoiles d'une capacité de 130 chambres, 2 restaurants, un bar, un café et une piscine. En vue de préparer dans les meilleures conditions sa mise en service prévue pour 2026, le gouvernement a décidé de créer la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique dont les principales activités seront la définition et le suivi des objectifs d'exploitation ainsi que l'identification des leviers de développement et d'attractivité, la gestion des aspects techniques, commerciaux et administratifs liés à l'exploitation, la définition des cahiers de charges d'exploitation et le suivi de la performance des opérateurs, la structuration et le suivi de la gestion locative, recherche de partenaires, contractualisation, estimation de la valeur locative et révision des loyers, recouvrement, etc. La gestion de l'entretien et des réparations des biens mis en location. La gestion contractuelle des partenaires intervenant dans le complexe hôtelier, portage de contrats de travail et de services. Le Conseil y a marqué son accord et a adopté par la même occasion les statuts de la dite société. Au titre d'autres mesures normatives, figurent les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême et de la loi numéro 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Approbation des statuts modifiés de l'Agence de développement des arts et de la culture ainsi que de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme. Au chapitre des communications, en point 1, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou. Ce projet consiste à reconstruire sur un domaine de 8 hectares, 39 ar, 97 centiares, 6 au quartier Flakodji, des installations modernes de pêche artisanale et semi-industrielle, intégrant la transformation des produits de pêche. Ces investissements visent la création et le développement d'un pôle de commercialisation des produits de mer dans cette zone. Sa réalisation sur cet espace impacte des propriétés privées se trouvant dans son emprise. Aussi, à l'issue de l'évaluation qui en a été faite, le Conseil a-t-il autorisé qu'il soit procédé à l'indemnisation des personnes affectées. En point 2,
contractualisation avec le groupe Hilton Worldwide Managed Limited pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel Hilton Cotonou. Pour rappel, le Conseil des ministres avait déjà autorisé, en sa séance du 11 septembre 2024, les travaux de rénovation du dit hôtel, situé au cœur de la ville de Cotonou, près de l'esplanade de l'Amazone et en bordure de l'océan. Le présent partenariat avec ce groupe induira notamment l'augmentation de la capacité d'accueil en offre de haut standing avec environ 200 chambres, le renforcement de l'attractivité du Bénin pour l'organisation de conférences internationales grâce aux salles de réunion modernes et au business center de l'hôtel, la captation d'une clientèle internationale ayant une préférence pour le groupe Hilton, la création de plusieurs centaines d'emplois directs et autant dans les secteurs connexes. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires à la formalisation du partenariat et veilleront à sa bonne exécution. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le contrôleur général de police, Brice Kokou Alawanou, est nommé directeur général de la police républicaine. Je vous remercie. Il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. Ainsi s'est exprimé le porte-parole du gouvernement en réponse à la sortie du président de l'ancien parti PRD, Maître Adrien Rungwedji, qui a fustigé la gouvernance en cours, évoquant des lois liberticides. Voici l'intégralité des propos de Wilfried Léandre Rungwedji. Je me disais bien qu'il y en aurait au moins un de futé parmi vous pour demander à un Rungwedji d'apprécier les propos d'un autre Rungwedji, qui plus est son grand. Mais vous êtes choqué par la teneur des propos tenus par le président Rungwedji, et je vous l'accorde. Mais je comprendrais aussi que vous ne le jugiez pas exclusivement sur ses propos, parce qu'il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. C'est lui qui, parmi les tout premiers, au sein de la classe politique béninoise, avait fait le diagnostic et osé publiquement affirmer la nécessité de faire des réformes d'envergure, notamment au plan de la vie partisane, donc la réforme du système partisan dans notre pays. C'est encore lui qui avait fait le constat de ce que le Bénin que le président Patrice Talon a hérité était un Bénin, pour reprendre à peu près ses mots, fragmenté, descendu de son piédestal, pour lequel il fallait un État fort afin d'engager les réformes et les actions nécessaires à sa réhabilitation. C'est lui, par ailleurs, qui avait indiqué déjà que la situation dans laquelle se trouvait ce Bénin-là nécessitait des réformes audacieuses, des réformes qu'il fallait avoir le courage d'homme d'État d'engager afin donc de le redresser. Après, il est vrai que, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Mais ce n'est pas parce que seraient apparues des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance, de leur vertu. Vous avez été choqués à juste titre parce que, au regard de l'ampleur de la transformation positive que connaît notre pays aujourd'hui, on peut s'interroger sur le timing, sur les objectifs d'une telle réaction. J'ai dit, je vous accorde d'être choqué. Dans tous les cas, c'est que cela rassure les uns et les autres que le pays est une belle démocratie qui fonctionne. Et que même quand on est de la mouvance, on peut à un moment ou à un autre dire ce que l'on pense. Après, il faut bien que cela soit bien justifié et tienne dans le contexte. Présidence pour la vice-présidence. Le représentant résident de la CEDEAO au Bénin y était en audience. À la fin des discussions, Amadou Diong livre ici ses impressions au micro de Génial Afouda Moussi, Agbouka et Edmond Rombo. Je tenais à lui présenter mes vœux de bonnes et heureuses années. J'ai reçu ses vœux à elle avec beaucoup de fraternité. J'ai reçu son message de vœux et donc je voulais de vive voix lui présenter les miens et aussi échanger avec elle sur un peu ce qui est notre mandat ici au Bénin et l'état de notre CEDEAO, de notre maison commune qui traverse, vous le savez tous, donc
un certain nombre de turbulences que nous considérons, et bien sûr elle m'en a rassuré, comme des moments difficiles, mais des moments qu'on peut traverser rapidement. Je tenais aussi à lui dire toute la reconnaissance de la CEDEAO pour les sacrifices que le Bénin a fait en ces moments difficiles de notre histoire commune. Et le Bénin a fait sa part de sacrifice dans cette épreuve. Et nous savons qu'à terme, il n'y a pas d'alternative à l'intégration. Et c'est ce que le Bénin a compris. Bien sûr, je ne peux pas manquer de saluer les progrès enregistrés dans ce pays. Pour quelqu'un qui parcourt l'Afrique depuis tant d'années, je sais que, oui, du chemin a été parcouru. Et l'une des choses que je note au Bénin, c'est que les Béninois se disent que rien n'est plus impossible pour eux. Et ça, c'est une marque importante des grands peuples. Merci. Merci. La vice-présidente a aussi reçu le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Entre autres sujets abordés, les conditions de décoration du personnel de l'ADPT. Voici un extrait de ses propos au micro de Génial Afouda Moussi Agbouka et Edmond Humbo. Nous avons voulu la rencontrer en sa qualité de vice-président de la République, mais également en sa qualité de grande chancelière de la République. Les sujets qui ont été abordés étaient de deux ordres. Le premier ordre, c'est que nous avons expliqué quel était le mandat de notre autorité et surtout l'importance de la protection des données personnelles dans notre pays. Nous avons demandé l'appui de la vice-présidente pour nous aider à accomplir cette mission qui est éminemment importante aujourd'hui dans un contexte où le numérique est au cœur de tout ce que nous faisons au quotidien. Elle nous a assuré évidemment de sa disponibilité à nous accompagner dans ce sens et nous a donné beaucoup de conseils et également nous a expliqué qu'elle comprend l'importance de la protection des données personnelles et va œuvrer aux côtés de la PDP pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Deuxième ordre, c'était parler encore de la visibilité de la PDP, mais par rapport à la grande chancellerie, la PDP n'a jamais été décorée. Pourtant, la PDP existe depuis 2009 sous le nom de la CNIL, mais en 2017, avec la loi, on est devenu APDP, Autorité de protection des données personnelles. Elle nous a donc expliqué les conditions dans lesquelles les décorations sont faites pour les institutions, nous a beaucoup conseillé et demander de prendre en compte cette institution importante de la République pour nous permettre aussi de candidater et de voir les conditions, si on les remplit, pour permettre aux agents de la PDP d'être également décorés. Voilà. De son côté, l'ambassadeur d'Allemagne au Bénin était avec le président de la HAC. La coopération entre le Bénin et la République fédérale d'Allemagne, notamment dans le secteur des médias, a nourri les discussions. Jules Akweiko et Ariane Da Silva nous livrent ici un extrait de ses propos. Je suis au Bénin depuis août 2023 et je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer le président de la HAC. Donc je me suis dit, il est grand temps de le voir. Comme notre ambassade a beaucoup à faire avec des journalistes, des médias en général, j'ai insisté de voir l'institution régulatrice des médias. Donc on a constaté qu'il y avait pas mal de coopération entre le Bénin et l'Allemagne dans le passé. Et bon, j'espère qu'on pourra continuer cette coopération. Pour la presse, pour les médias béninois, il y a quand même une année très intéressante qui s'annonce avec les élections l'année prochaine. Et donc, nous, on avait déjà des projets avec des journalistes dans le domaine de la désinformation. Et on va voir ce qu'on peut faire. À la suite de l'ambassadeur, le maire de la commune de Soava, à la tête d'une délégation, a rencontré le président Édouard Loko. Les deux parties ont entre autres évoqué des sujets relatifs au développement de la commune. Le maire de Soava, André Ossou-Todje, est ici au micro de Jules Akweiko et Ariane Da Silva. Vous savez que la commune de Soava, c'est une commune lacustre et nous avons vraiment besoin de communiquer autour des différents projets de développement que le chef de l'État est en train de mener dans la commune de Soava, surtout le projet Gambie réinventé, qui est à sa phase active aujourd'hui. Nous avons
parler de tous ces projets et bien sûr d'autres projets pour le développement communicationnel de la commune de Soava en particulier et du Bénin en général. Le président a reçu quand même nos doléances et a promis nous accompagner dans ce sens pour que Soava soit vraiment couvert sur le plan communicationnel. Une troisième audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le président a reçu une délégation de l'Association des animateurs et présentateurs du Bénin. Une démarche pour présenter l'association au président de la ACAP, mais pas seulement. Le président Ulysse Elliott Djodji est au micro de Jules Akweïkou et Ariane Da Silva. C'est une démarche également de disposition à coopérer avec l'institution. Parce que nous avons remarqué que les animateurs, présentateurs dans les médias, que ce soit radio, télévision ou même dans le live, sont peu associés au fonctionnement de la HAC, aux formations, aux sensibilisations. Nous sommes venus donc informer le président de l'existence de l'association et notre disponibilité à coopérer avec l'institution. Nous avons été très bien reçus par le président qui a aimé la démarche et a promis vraiment nous accompagner dans nos actions futures, notamment les formations, les sensibilisations un peu partout sur le territoire national parce que c'est une association à caractère national qui a plus de 200 membres. Donc nous sommes engagés sur un sentier de régulation, de sensibilisation et surtout de formation des acteurs du secteur de l'animation et de la présentation au Bénin. « 2026 s'annonce à grands pas avec les élections générales. Mais avant, il y a 2025, dernière ligne droite qui conduira à la fin du mandat de l'actuel président. Une année cruciale dite préélectorale qui connaîtra de plusieurs actes importants. Le desk politique nous offre un aperçu de ce calendrier électoral et ses enjeux. C'est le dossier du jour avec Simon Vignon et Rachidat Biobama. Janvier 2026 pour les élections législatives et communales. Avril 2026 pour l'élection du duo président de la République, vice-président de la République. Mais avant, il y a... D'abord, l'identification des électeurs. C'est pour cette raison que la loi demande à l'ANIP, 180 jours avant les législatives et communales, de communiquer à la Sénat les statistiques relatives au nombre d'électeurs. C'est ça qui permet à la Sénat de prendre toutes les dispositions au plan logistique, au plan matériel, pour commencer à préparer les élections. La liste définitive devra être remise 60 jours avant les élections législatives en question. Ça veut dire que dès juillet 2025, il faut déjà que les statistiques soient communiquées à la Sénat. Ensuite intervient la phase de dépôt des dossiers de candidature. Dès octobre 2025, il y a déjà le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection du duo président de la République, vice-président de la République. Ça fait à peu près 6 mois avant avril 2026. À la fin d'octobre 2025, il faut le dépôt des dossiers des candidatures aux élections communales. La loi demande que ce soit 75 jours avant le scrutin du 12 janvier. Toujours en 2025, en novembre, il faut le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives. Là, la loi demande que ce soit 60 jours avant les élections législatives. Avant ça, il y a des choses à faire. Aller déposer le cautionnement, être choisi par son parti politique, rechercher les parrainages et faire tout ça pour que tout le dossier soit prêt de façon à être déposé déjà début octobre 2025. Au lendemain de Noël, soit le 26 décembre 2025, la campagne électorale pour les législatives et les communales débute et celle de la présidentielle se tiendra fin mars 2026. Ce qui fait dire que 2025 s'annonce bouillante. 2025 sera nécessairement une année intense, éventuellement agitée et j'espère pas une année de tension. Il est normal de considérer que ça va être une année d'intenses tractations. Comment ça va se passer à l'intérieur des familles politiques? Comment est-ce qu'on va dégager ces candidats d'ailleurs? Y aura-t-il des primaires? Donc une espèce de mise en bouche, en cas de pré-compétition. Et donc à l'intérieur même des partis politiques, des familles politiques, il va sans dire déjà que la compétition sera forcément vive. Pour l'instant,
Tout semble calme chez les politiques, le calme avant la tempête électorale que chacun souhaite apaisante. On peut donc appeler les acteurs à beaucoup de responsabilités, mais aussi à des comportements d'éthique, puisqu'il faut éviter les attaques personnelles. Il faut que le débat démocratique soit enrichi par la contradiction des idées alternatives, pour éviter que nous n'allions à l'escalade de la violence. Si nous devons avoir des élections pacifiques et apaisées, cela dépendra du comportement des acteurs politiques, des acteurs institutionnels. Et sans cela, il n'est pas possible de créer un climat de confiance au niveau de la population. On a besoin d'électeurs qui soient rassurés que le jeu en vaut la peine, que les élections ne seront pas une farce, pour ne pas dire une mascarade, pour le chemin que notre pays a accompli jusque-là. Ce serait dommage de régresser. Un message qui mérite d'être internalisé par tous. Allons à la découverte du barrage de l'IFO, solution pour approvisionner les populations en eau potable et booster l'activité agricole. Mais à côté, l'accès au financement reste primordial. Le FNDA, Fonds national pour le développement agricole, offre cette possibilité et les acteurs du monde agropastoral s'en frottent les mains. Suivez plutôt. Nourrir convenablement la population béninoise et assurer la sécurité alimentaire sont des priorités dans la vision du gouvernement du Bénin en ce qui concerne la politique agricole. Ce gouvernement a donc décidé d'augmenter la production autant végétale qu'animale. Pour y arriver, il met en place des instruments de financement agricole. L'un de ces instruments, l'un des plus utilisés, c'est le FNDA, le Fonds national de développement agricole. Ce fonds, le FNDA, a apporté du financement aux producteurs qui l'ont demandé sur tout le territoire national. De 2020 à 2022, grosso modo, c'est à peu près 11 milliards. Pour l'année 2023 seulement, c'est à peu près 61 milliards qui ont été facilités par le FNDA, avec à peu près, bien sûr, plus de 8000 bénéficiaires. Pour le seul mois de janvier, on a déjà facilité à peu près 4 milliards 5. Le FNDA est là pour impacter, pour aider les producteurs agricoles, que ce soit les grands producteurs ou les petits producteurs. Les témoignages sont nombreux et viennent des bénéficiaires eux-mêmes. Grâce à FNDA, nous avons bénéficié d'un crédit bonifié. Ça nous a beaucoup aidé. Nous avons augmenté notre production. C'est vraiment une subvention de plus de 30 millions. Il nous a aidé à travers l'octroi d'un prêt en 2020 et ce prêt a été renouvelé en 2022. Ces différents prêts nous ont beaucoup aidés parce que nous avons multiplié par 3 le volume de nos activités. Ainsi, du nord au sud, des producteurs ont bénéficié de facilités financières pour développer leurs activités de production. C'est comme un prêt. C'est un prêt dont l'État a partagé l'intérêt avec nous. Ils ont validé le dossier à hauteur de 20 millions. Comme je travaille le bois, j'ai eu l'idée d'en planter aussi. J'ai pensé à une orangerie. J'en ai fait plus de 11 hectares. 11 hectares. À Rontopa, ici en saison sèche, les arbres s'assèchent par manque d'eau. J'ai donc sollicité le FNDA pour faire des travaux d'irrigation. Ils m'ont accordé 12 500 000 francs. 12 500 000. FNDA soulage. Ça soulage fortement. J'ai même envoyé mes enfants à lycée agricole déjà pour prendre la relève demain. Et ils vont faire mieux que moi. La méthode s'est révélée efficace puisque la production a sensiblement augmenté et les producteurs s'en réjouissent vu que les affaires marchent. Rentrée scolaire dans un cadre totalement rénové au lycée technique agricole d'Inan. L'établissement offre désormais de nouvelles commodités adaptées à l'enseignement. Le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro-Tchabi, s'est rendu sur place pour lancer la rentrée et encourager les élèves. Abdoulofou Idrissou et Enoch Roukbati. Au lycée technique agricole d'Inan, la rentrée 2025 s'ouvre sous de bons auspices. De nouveaux blocs de salles flambant neufs offrent aux élèves un cadre d'apprentissage amélioré, symbole des efforts continus en faveur de l'enseignement technique et agricole. Lorsque vous avez de jolies salles de classe comme ça, qu'est-ce qu'il reste? Vous travaillez, c'est bien ça. Alors le gouvernement vient vers vous lancer officiellement la rentrée des lycées techniques agricoles. Cette rentrée revêt une importance particulière pour toute la communauté lycéenne d'Inan, tant sur le plan pédagogique que sur celui des infrastructures.
L'année scolaire qui s'ouvre devant nous est porteuse d'espoir et de promesses. Notre lycée est un lieu de formation, d'innovation et d'excellence et nous nous engageons à offrir à nos élèves les meilleures conditions possibles pour leur apprentissage et leur épanouissement. Les taux de succès aux examens au titre de l'année scolaire 2024 se présentent comme suit. Au niveau 1, 29 admis sur 29 candidats présentés, soit un taux de succès de 100%. Au niveau 2, 256 admis sur 280, soit un taux de succès de 91,42%. Notons qu'au titre de l'année 2024, l'effectif du LTA INA est de 1254 apprenants, dont 296 filles. À cette occasion, les efforts du gouvernement et de ses partenaires ont été unanimement salués. À vous, élèves, je veux adresser un message particulier. Vous êtes l'avenir du Bénin. L'agriculture et l'agro-industrie ont besoin de talent, de passion, d'innovation. Profitez pleinement de ces nouvelles infrastructures et des opportunités qui vous sont offertes pour développer vos compétences et construire les parcours professionnels ambitieux. L'AFD et les partenaires techniques et financiers restent engagés aux côtés du Bénin pour poursuivre cette dynamique de transformation. Chers apprenants, après ce temps de repos bien mérité, vous voici à la reprise des activités scolaires et où de meilleures conditions de travail vous attendent. Je voudrais adresser un remerciement particulier, une fois encore, à la directrice pays de l'Agence française de développement, qui, à travers le projet Défi Pro, nous appuie déjà pour les travaux de réhabilitation du lycée technique agricole d'Inan, où nous nous trouvons actuellement. Et à vous, chers membres de l'administration scolaire des lycées techniques agricoles, la réussite de cette année scolaire dépendra des actions de tout un chacun de vous. Je vous invite à plus de sérénité, à plus de rigueur, à plus de travail. La modernisation des lycées se poursuit sur l'ensemble du territoire national, un engagement réaffirmé par les partenaires aux côtés de l'État afin de garantir aux apprenants un cadre propice à l'excellence. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a saisi l'occasion pour rencontrer les acteurs éducatifs. Ils ont discuté des réformes en cours et des engagements du gouvernement pour dynamiser ce domaine essentiel. On retrouve Abdoulafou Idrissou et Enoch Rompati. Monsieur le ministre. À 70 km de Parakou, le lycée technique professionnel d'Ina accueille un échange direct entre le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et les acteurs éducatifs sur les réformes en cours et les engagements du gouvernement. Le LTP INA est un établissement à régime mixte, c'est-à-dire internat et externat, qui accueille à ce jour 904 élèves, dont 204 jeunes filles réparties en 47 groupes pédagogiques. À la rentrée scolaire 2024-2025, notre lycée offre une diversité de formations groupées en plusieurs spécialités. J'ai le devoir de vérité. Les programmes sont en train d'être revus et les programmes qu'on est en train de mettre en place, c'est des programmes qu'on dispense dans les meilleurs lycées du monde. Ce volet-là est presque achevé. Mais le programme, c'est aussi quoi? C'est les enseignants. Est-ce que les enseignants qui sont recrutés ou seront recrutés pour dispenser ces contenus-là de formation, est-ce qu'ils sont bien formés? Lors de cette rencontre sans filtre, où préoccupations et attentes ont été largement abordées, le ministre a été soutenu par le ministre conseiller. Loin de toutes les revendications personnelles, c'est les regards fixés sur le changement que nous devons apporter à nos enfants. Je serai souvent avec vous pour s'assurer que les 3 modules de classe qui ont été promis ici ont été réalisés dans le délai et dans la qualité que le chef de l'État a décidé. Je serai avec vous pour établir ce pont direct pour que ce qui a été promis ici soit réalisé ici. À l'issue des discussions, satisfaction générale. On a eu l'occasion de comprendre la gestion administrative du personnel par ces ministres-là. Vraiment du bon travail. On n'avait pas des informations.
Mais aujourd'hui, je crois que notre tension a baissé. Cela nous a permis d'échanger avec lui autour des questions qui nous tenaient vraiment à cœur, entre autres la situation des enseignants qui doivent retourner en formation, la création des lycées agricoles qui est en cours, les filières qui devaient disparaître dans certains lycées. Franchement, c'était des échanges qui nous ont permis d'apprendre beaucoup et de mieux comprendre tout le travail qui se fait par le ministre dans notre secteur. Prochaine étape pour la délégation, l'école de formation médico-sociale de Parakou pour le même exercice. Le ministre était donc dans les locaux de l'école de formation médico-sociale de Parakou. Il a tenu une séance de travail avec l'administration. Cette séance de reddition de comptes a permis d'inciter les collaborateurs à plus de performances dans cette école de formation professionnelle. Abdoulofou Idrissou et Dorcas Tito Tchali. L'acquisition de moyens roulants. Une séance de reddition de comptes, un dialogue à bâton rompu entre les membres de l'administration de l'école de formation médico-sociale de Parakou et le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Plusieurs points sont abordés, notamment la suppression et l'introduction de nouvelles filières porteuses. Le FMS dispose actuellement de 2 spécialités, à savoir la spécialité des hygiénistes d'assainissement, la spécialité des hygiénistes de salle. Il faut préciser qu'il y a la dernière promotion des techniciens sanitaires et des assistants sociaux niveau B. La spécialité des assistants sociaux niveau B a été suspendue durant l'année scolaire 2023-2024. Celle des techniciens sanitaires a connu une mutation pour devenir la spécialité des hygiénistes d'assainissement. Le FMS va briller davantage et va briller par des formations nouvelles dans des métiers porteurs. Nous avons ouvert de nouvelles filières, nous allons en ouvrir d'autres. Et vous verrez qu'il y aura encore plus d'engouement que par le passé. Parce qu'avant, s'il y avait d'engouement, c'est parce que ceux qui sortaient de l'ENIAB étaient récupérés. Nous ferons en sorte que les métiers que nous allons ouvrir et les cohortes qui vont sortir, que personne ne reste plus à la maison parce qu'il n'a pas trouvé de l'emploi. Cette démarche responsable vise à garantir la qualité de la formation et à favoriser l'insertion professionnelle des apprenants. Cette séance de travail a permis à la délégation ministérielle de répertorier les doléances, de constater les difficultés rencontrées par l'administration et surtout d'encourager ses membres à redoubler d'efforts. Hors du Bénin, conflit à l'est de Goma, des Congolais vivant en Angola dénoncent l'hypocrisie de la communauté internationale. Nous sommes également en France et en Argentine. On fait le tour avec Jennifer Sativi. Des Congolais vivant en Angola dénoncent l'hypocrisie de la communauté internationale alors que la ville de Goma est en proie à un conflit qui déchire l'est de la RDC. Après un violent assaut du groupe armé M23 et des troupes rwandaises, les signaux inquiétants s'accumulent. La communauté congolaise en Angola s'insurge donc contre la passivité des Européens et des Américains. Pendant ce temps, à Bukavu, dans le sud Kivu, une prière écuménique en faveur de la paix dans l'est du pays a été organisée par des femmes de différentes confessions religieuses, avec en tête l'Église catholique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est entretenu au téléphone cette semaine avec Elon Musk, allié du président américain Donald Trump. Leurs échanges ont porté sur les préoccupations de l'Afrique du Sud concernant les récents commentaires du président Trump qui a accusé le pays de confisquer des terres et de traiter certaines catégories de personnes très mal. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président Ramaphosa a rappelé à Elon Musk le respect du pays pour l'état de droit, la justice, l'équité et l'égalité qui sont inscrits dans sa constitution.
l'Argentine sera retirée de l'Organisation mondiale pour la santé. C'est une décision du président argentin Javier Milei qui intervient dans la foulée du retrait de l'OMS annoncé par les États-Unis. Javier Milei critique la gestion de la pandémie et l'influence politique de certains États. L'annonce a été faite par le porte-parole de la présidence qui évoque de profondes différences sur la gestion sanitaire. Il précise que les Argentins ne vont pas permettre à une organisation internationale d'intervenir dans leur souveraineté, encore moins dans leur santé. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.